Madame Diane Casoni, qui est psychologue et psychanalyste, professeure à l'école de criminologie de l'Université de Montréal. Ses recherches s'organisent autour de deux grands thèmes. D'abord, croyances et société. Elle étudie la façon dont les individus et les groupes vivent leurs croyances dans la sphère publique. Et une autre thématique et un champ de travail important pour Madame Casoni. Certaines de ses recherches sont faites en association donc, avec l'organisme InfoSect qui se spécialise dans l'étude des nouveaux mouvements religieux et de l'adhésion des jeunes aux sectes, y compris dans l'engagement dans la radicalisation. Ce matin, Madame Casoni va nous présenter comment entre-t-on dans un groupe extrémiste et comment en sort-on. Réflexion depuis une perspective psychocriminologique. Voilà, madame. J'hésite, mais je vais vérifier que tout fonctionne bien. Bon, ça ne sera pas long. Bien alors, d'abord, je veux remercier les organisateurs de m'avoir invité. C'est un honneur de participer à un colloque comme celui-ci qui pose des questions tellement importantes et à une époque, effectivement, où le paysage religieux change énormément. Mes travaux sur le secteur, en particulier ceux qui concernent le fonctionnement groupal et les mécanismes psychologiques qu'on peut observer chez les adeptes et chez les leaders de groupe, me sont apparus comme étant utiles pour tenter de comprendre les mécanismes en jeu dans l'attirance sectaire. Qu'est-ce qui attire un jeune vers un groupe qu'on peut qualifier de sectaire, que je vais définir bientôt? C'est cette question-là qui m'a interpellée et que je vais essayer de développer aujourd'hui. Donc, plus précisément, mon exposé va porter sur 4 points. Je vais d'abord décrire les mécanismes qui entrent en jeu dans l'attirance exercée par certains groupes sectaires. Deuxièmement, je vais décrire les principales étapes qui conduisent à l'engagement et à la consolidation de cet engagement-là. Puis, troisième point, je vais aborder certaines des conséquences au plan psychologique de l'expérience sectaire. Et si le temps le permet, je crois que si je suis mon plan, ça devrait, je vais aborder un certain nombre d'éléments qui concernent le désengagement sectaire, mais surtout beaucoup les conséquences de ce processus-là. Avant d'aller plus loin, je vais faire une mise en garde sur les limites de ce que je vais apporter aujourd'hui. Je ne prétends pas, bien entendu, expliquer tout ce qu'il y a à comprendre sur le processus d'engagement sectaire. Ni sur ses conséquences. Je ne pense pas non plus que la compréhension des phénomènes sectaires soit réductible à une seule perspective, notamment ici une perspective psychanalytique. Mais j'espère que ce soit utile d'utiliser les outils psychanalytiques pour, je crois même que ça l'est, pour essayer bon, je recommence. J'espère que c'est utile d'utiliser des outils psychanalytiques appliqués à la psychologie de groupe pour jeter un peu de lumière sur quel est ce pouvoir qu'ont sur les jeunes, notamment, des groupes qui proclament et qui, dès le départ, se présentent comme étant engagés dans une lutte violente. Donc, quelques éléments de définition par ce que j'entends par un groupe sectaire. Pour moi, des groupes sectaires, ce sont des groupes organisés qui se définissent par 6 éléments. D'abord, des croyances ou une doctrine qui place le groupe en marge des courants dominants de la société. La croyance en cette doctrine conduit, deuxièmement, à effectuer une rupture par rapport à la société environnante. Et cette rupture est importante pour les gens pour suivre les enseignements d'un leader, qui est le troisième point, d'un leader dont l'influence auprès des adeptes s'étend sous différentes formes à tous les aspects de leur vie. Et qui en vient, quatrièmement, à exercer un contrôle sur les adeptes et à entretenir une relation d'emprise avec eux.
Cinquièmement, la secte se caractérise aussi par le fait de constituer une organisation de type religieux où les membres choisissent de se consacrer quasi exclusivement à leur pratique religieuse. Finalement, sixième point, cela entraîne une marginalisation sociale du groupe et de ses membres. Donc, cette définition nous permet d'identifier les mouvements qui sont actifs actuellement dans le recrutement de jeunes, comme l'Organisation de l'État islamique, par exemple, pour ne nommer qu'un groupe, comme des groupes sectaires, à mon avis. Et je vais m'attarder plus longuement maintenant au processus d'engagement et de consolidation de l'adepte dans son mouvement auprès d'un groupe comme celui-là. Donc, on peut observer plusieurs étapes dans le processus d'engagement et de consolidation sectaire. Il y a 4 étapes que je vais décrire aujourd'hui. D'abord, je vais les nommer, puis après ça, je vais les expliquer. Donc, la première étape, c'est un processus qui est initié à partir d'une rencontre. Une rencontre avec une personne physique ou par un médium virtuel, ou une rencontre avec un groupe qui séduit l'individu par la proximité de leurs idéaux. Deuxième étape, cette rencontre mène la personne à s'engager dans un processus d'idéalisation qui conduit le nouvel adepte ou le futur adepte à vivre des expériences qui sont nouvelles pour lui, des expériences exaltantes qui stimulent sa ferveur spirituelle. Il fallait qu'il y ait un lapsus comme ça. Je ne serais pas une psychanalyste sans ça. Le troisième point que je vais développer porte sur le processus d'idéalisation, qui impose une vision de soi et des autres qui est clivée et qui mène à une dichotomisation des représentations de soi, des représentations du groupe d'appartenance et des représentations de la société. Quatrième point que je vais développer concerne la consolidation de l'engagement de l'adepte, qui se fait à travers la concrétisation du processus d'idéalisation en un projet idéalisé à atteindre. L'ensemble de ces processus, ces mécanismes exercent une influence considérable sur l'individu et je vais parler en cinquième point sur les changements psychologiques qui en résultent. Donc, la première étape. La rencontre d'une personne, en chair ou en os, ou d'une manière virtuelle, ou d'un groupe, exerce une séduction sur le futur adepte par la proximité de leurs idéaux et par la proximité de leurs expériences. Le premier élément de séduction est particulièrement puissant. Il s'agit de la découverte chez le leader, ou son représentant, d'idéaux qu'il partage. Ce sont des idéaux qui ont à voir avec la recherche du bien commun, le rétablissement des torts, l'établissement d'une société juste. Le pouvoir attractif que constitue la rencontre avec quelqu'un qui partage les mêmes idéaux que soi est très grand et joue un rôle déterminant non seulement dans l'engagement sectaire, mais aussi dans la consolidation d'une identité nouvelle. Cet élément est présent dans les témoignages autant des personnes qui ont quitté un groupe sectaire que dans ceux qui maintiennent leur adhésion à un groupe de ce type. Il s'agit souvent de l'élément premier qui accroche le futur adepte et qui a l'impression d'enfin rencontrer quelqu'un qui partage les mêmes valeurs que lui et des valeurs fondamentales. Le second élément qui peut contribuer à la séduction du futur adepte consiste en le rappel d'un trauma historique qui est partagé, c'est-à-dire la référence à des événements sociaux, habituellement du passé, vécus comme des défaites militaires ou encore comme des événements qui ont entraîné des torts objectifs là, aux personnes en cause, aux populations en cause. Pardon. L'identification aux victimes passées joue souvent un rôle important dans la séduction qui est vécue par le futur adepte. Le rappel des torts subis est utilisé comme une explication de tous les problèmes vécus dans le présent et par le futur adepte comme par le leader. Et dans ce sens, ce sont des rationalisations qui sont utilisées pour créer un sentiment d'appartenance au groupe. Le groupe qui est vu comme une victime.
Il ne s'agit pas d'une démarche qui vise à chercher des solutions aux difficultés rencontrées, mais davantage d'une justification de la nécessité éventuelle de recourir à la violence. Deuxième étape, l'engagement dans un processus d'idéalisation qui conduit l'individu à vivre quelque chose de nouveau et d'exaltant qui stimule sa ferveur spirituelle. La rencontre entre le futur adepte et le leader, en raison de son caractère exceptionnel, donne l'élan à un processus que j'ai appelé le processus d'idéalisation, qui naît du désir de garder intacte cette première expérience exaltante vécue dans la rencontre. Pour garder contact avec cette exaltation et cette ferveur spirituelle, les individus, qu'ils soient seuls devant leur ordinateur ou avec un groupe réel, investissent de façon massive tout leur idéal narcissique dans leur rapport au leader, dans leur appropriation de la doctrine qui leur est enseignée et dans leur investissement du groupe d'appartenance, qu'il soit matériellement présent ou virtuel. Le processus par lequel un individu s'engage se décline essentiellement à partir de l'investissement narcissique massif qu'il fait du leader, de la doctrine qui est enseignée et du groupe. En projectant son idéal sur la figure du leader, il y a un processus d'idéalisation qui s'initie, qui n'est pas tant à comprendre comme une projection ponctuelle de son idéal sur la figure du leader sur la figure du leader comme Freud l'a décrite, mais bien plus à saisir comme l'expression d'un processus, d'une démarche dont il n'est pas conscient, mais qui se déploie dans le temps et dont les vicissitudes tendent à grandement perturber le fonctionnement de sa rationalité et à favoriser une altération qui est réversible de sa capacité de jugement moral. Par un jeu assez direct d'identification, celui qui participe à un tel processus d'idéalisation sent qu'il partage la grandeur qu'il attribue au leader, à la doctrine, au groupe, et ultimement qu'il attribue à Dieu. L'idéalisation constitue ainsi un phénomène identificatoire qui apporte tellement de satisfaction narcissique que l'adepte est susceptible d'en devenir dépendant. Pour maintenir le vécu d'exaltation et conserver la représentation idéalisée de soi-même, l'adepte s'engage dans un processus qui le conduit à s'identifier de plus en plus au leader, de s'identifier de plus en plus au groupe et à la doctrine, et éventuellement à la cause qui est défendue. L'idéalisation et l'investissement narcissique dont bénéficie le leader constituent pour lui une nourriture psychique dont il devient dépendant. Ce qui fait qu'il y a un lien d'interdépendance très fort qui se crée entre les leaders et les adeptes. Troisième étape, le clivage. Lorsque le processus d'idéalisation, qu'il soit vécu en groupe ou à travers un médium virtuel, donne rapidement lieu à un clivage entre ce qui est identifié comme bon et ce qui est perçu comme mauvais, comme mal. Ce qui est vu comme bon correspond à tout ce qui a fait l'objet du processus d'idéalisation, soit les représentations du leader, de soi, du groupe dont ils font partie. En revanche, tout ce qui n'est pas objet d'idéalisation devient objet de haine et de mépris. Tenu psychiquement bien séparé, dans ce qui est bon se trouvent toutes les représentations. C'est exactement le contraire que je veux dire. Les représentations de ce qui n'est pas bon se retrouvent toutes projetées dans les représentations de l'autre, avec un grand A, y compris ce qui lie l'individu à son passé. Donc, que ce soit des croyances passées, son affiliation religieuse passée, son rapport antérieur à la société, à ses institutions, mais surtout ses liens à sa famille et à ses proches, qui, en raison du clivage, sont désormais vus comme nocifs et mauvais. En bref, tout ce qui ne se rapporte pas à la valorisation de la grandeur du leader et de sa doctrine est vu comme suspect. Et pour éviter de ternir l'image du leader et de menacer le processus d'idéalisation, tout ce qui est étranger est rejeté en bloc. Quatrième étape, la consolidation de l'engagement de l'adepte à travers la concrétisation du processus d'idéalisation dans un projet à réaliser.
À cette étape-ci de l'engagement sectaire et du processus d'idéalisation, l'adepte a depuis longtemps tué en lui tout doute et toute remise en question de son choix d'adhérer, formellement ou non, au groupe et au leader. Ce qui surgit, c'est le besoin de mettre en acte un projet qui concrétisera, si on veut, le processus d'idéalisation dans lequel il est inscrit. Les adeptes et les leaders en arrivent à investir un projet idéalisé dont l'ampleur les dépasse puisqu'il concrétise un idéal qui n'est pas régi par les contraintes de la réalité. Il s'agit d'un phénomène groupal qui vise à donner vie au processus d'idéalisation afin d'en assurer la pérennité. Le fait de traduire le processus d'idéalisation dans un projet concret permet de renouveler la ferveur et d'assurer que les émotions d'exaltation enivrantes soient au rendez-vous, toujours. Cela contribue aussi, par contre, à éloigner, cela contribue à éloigner toutes les émotions humaines troublantes et sources d'angoisse, comme le doute, la peur, la jalousie, l'envie et le désespoir. Et ça occupe l'esprit. Les adeptes qui deviennent kamikazes semblent se trouver souvent parmi ceux qui sont particulièrement sensibles à l'angoisse et au désespoir. Il arrive que certains se sentent incapables de rester en contact avec l'état d'extase qui est tant recherché et qui est associé au processus d'idéalisation. Ce qui suscite de forts sentiments d'envie qui donnent naissance à des éprouvés difficilement tolérables de vide, de futilité, d'impuissance. L'envie profonde ressentie envers tous ceux qui leur apparaissent comme possédant ce qui leur manque, dont cet état d'extase, constitue un moteur puissant pour mettre en acte un projet idéalisé de nature homicide et suicidaire. Ces adeptes ressentent le besoin de recourir à des mesures extrêmes pour se préserver du désespoir suscité par leur échec et leur envie. Ce qui est vécu comme un échec, c'est le fait de ne pas toujours être dans une émotion d'exaltation. La tentative de conjurer leur désespoir s'exprime par le déplacement sur l'au-delà du lieu idéalisé, où enfin ils auront accès à l'état de grâce envié. En bref, un sentiment d'urgence s'empare du leader lorsque l'essoufflement de la mise en œuvre du projet idéalisé se manifeste. Il s'engagera alors dans une quête désespérée d'actions qui renouvelleront le processus d'idéalisation. Une escalade dans les mesures prises par le leader pour se confirmer la justesse de leur cause s'installe. Ce qui se traduit par un rajustement des exigences envers les adeptes qui portent, grâce à leur idéalisation du leader, non seulement leur propre sauvegarde narcissique, mais aussi celle du leader. Le risque de dérive sectaire est très grand à cette étape. La trajectoire, puisque l'individuel et le collectif se chevauchent, et la frontière entre l'un et l'autre devient poreuse. Ce qui est pensé, fait, dit par chacun doit incarner l'idéal commun, au risque sinon de compromettre tout ce qui a été conçu comme de tout compromettre. Cet engrenage qui vise à échapper aux échecs dans l'atteinte du projet idéalisé devient une véritable prison, tant pour l'adepte que pour le leader. Mais c'est un engrenage qui souvent est préférable au désespoir, qui est associé à la perte du pouvoir transcendant du processus d'idéalisation. Je vais aborder quelques conséquences de cette trajectoire pour terminer. Donc, les conséquences sont nombreuses et elles sont de tout ordre, mais je vais me concentrer sur 5 conséquences qui m'apparaissent les plus pertinentes vu le thème du colloque. La première, c'est une présence chez l'adepte qui est engagé dans un processus comme celui-là. C'est la présence d'une confusion identitaire qui donne notamment naissance au besoin de se mouler aux attentes du leader et aux normes sociales du groupe pour y échapper. La deuxième, c'est un désinvestissement des dimensions personnelles et sociales de l'identité de l'individu.
Donc, ces aspects-là de son identité antérieure, on pourrait dire, sont vécus comme étant des ennemis et sont combattus. Donc, il y a un désinvestissement. Et le corollaire de ce désinvestissement-là, c'est l'investissement d'une autre identité. Donc, une identité sociale qui est nouvelle et qui est conforme aux attentes du leader et aux pressions normatives du groupe. En quatrième point, je dirais que cette identité sociale, nouvellement construite, remplace les repères antérieurs, les repères identitaires antérieurs. Donc, l'identité sociale nouvelle correspond à l'entièreté des nouveaux repères identitaires auxquels l'adepte se réfère. Et cinquièmement, l'ensemble de ces modifications-là identitaires conduit à un désengagement émotionnel, et j'achève, il me reste une phrase. Ça conduit à un désengagement émotionnel de la famille et un désinvestissement des anciens liens sociaux, familiaux et amicaux, ce qui favorise la consolidation de l'engagement sectaire, mais met aussi l'individu à risque de perdre ses repères sociaux et familiaux dans les cas où il voudrait quitter le groupe. Et donc, pour terminer, le désengagement d'un groupe sectaire et d'un groupe sectaire extrémiste est un processus complexe et semé d'embûches. Moins le jeune est avancé dans le processus d'engagement, plus grandes sont les possibilités de le rejoindre et de l'aider à se désengager. Plus il est avancé dans la trajectoire de consolidation de son engagement, plus les conséquences sur son identité sont grandes et plus il sera difficile de le rejoindre. C'est pourquoi les efforts mis dans la prévention de l'engagement sectaire doivent être grands et constants. Ça ne veut pas dire que c'est impossible de se sortir d'un groupe comme celui-là, mais les embûches sont très grandes. Alors, je vous remercie.